que o GEM apresenta suas publicações, lançando os novos números dos cadernos Nietzsche e os novos títulos da coleção Sendas e Veredas. As exposições, conferências e palestras deverão apresentar ou a leitura de um dos intérpretes consagrados de Nietzsche ou a proposta de uma leitura para os textos de Nietzsche. Os encontros Nietzsche, em sua 46ª edição, estão tendo formato online e são promovidos pelo GEM Unirio e pelas universidades Unirio, com a participação do professor Miguel Ângelo de Barrenechea na organização e da UERJ, com a participação da professora Rosa Maria Dias. Nesta edição, participarão professores da Unirio, da UERJ, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O GEM propõe, nessa edição, uma interlocução entre os pesquisadores do grupo e os pesquisadores fluminenses. Contará ainda com a contribuição de pesquisadores estrangeiros da Argentina, da França, da Itália e do Peru. E essa edição também conta com o apoio da FAPERJ. Gostaria de lembrar que as conferências estão sendo transmitidas no canal do GEM, no YouTube, e do site dos Encontros Nietzsche. Eu vou passar agora a palavra para o professor Dr. Newton dos Anjos, que é professor do Departamento de Filosofia da Unirio e foi eleito decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Prezados colegas, prezados pesquisadores, boa tarde a todos, boa tarde aos participantes. Agradeço demais esse convite e fiquei sabendo antecipadamente que foi quase uma abertura de exceção, já que não é comum o grupo de estudos Nietzsche abrir palavra para colegas que estão exercendo função administrativa necessariamente, mas, como bem falou a professora Vânia, faço parte do corpo docente do Departamento de Filosofia da Unirio, a que muito me orgulho. Sou decano mais por função administrativa do que propriamente pelo sabor da palavra, já que pressupõe que um decano tem uma experiência acumulada, uma idade avançada para estar coordenando ou estar com essa função. De todo modo, fui escolhido pela comunidade para dar conta desse desafio de organizar e facilitar os fluxos do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio. E é com muita alegria, de verdade, que estou aqui participando dessa abertura deste encontro, tendo a oportunidade de rever colegas, particularmente a professora Vânia Dutra, que foi minha colega no departamento, professor Miguel Barrenechea, que foi também meu professor no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ. Aproveito a oportunidade e, se não estiver faltando com a verdade aqui da informação que me chegou, aproveito a oportunidade para mandar energias muito positivas para o professor Roberto Machado, que até segunda ordem consta como hospitalizado no Rio de Janeiro, também foi meu professor na FRJ e também estudioso da obra de Nietzsche. Então, gostaria de felicitá-los, já que um evento universitário, quanto mais nesse contexto específico de pandemia, e ainda mais num pensamento tão vibrante e provocante como é o de Nietzsche, da qual recordo com muito carinho por ter sido... Então, passo agora a palavra ao professor Emanuel Salansky, que vai mediar a mesa nos nossos convidados estrangeiros. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os organizadores pelo trabalho de preparação do evento que foi realizado e agradeço especialmente a Vânia Dutra de Azeredo por seu convite a participar dessa mesa através de uma moderação. Obrigado mais uma vez, Vânia. Tenho certeza de que a discussão vai ser muito interessante. Então, nós vamos ter uma primeira mesa internacional com dois palestrantes franceses, que são Blaise Benoît e Éric Blondel. Na verdade, Éric Blondel não será exatamente um palestrante. A mesa terá uma estrutura um pouco diferente,
porque o objetivo é justamente apresentar a interpretação de Nietzsche que foi desenvolvida por Eric Blondel, especialmente num livro de referência que foi publicado pela primeira vez em 1986 e que se chama Nietzsche, o Corpo e a Cultura. Então, a estrutura da mesa será a seguinte. Primeiro, uma apresentação propriamente dita de Blaise Benoît, que será uma espécie de comentário deste livro. E depois teremos uma resposta de Eric Blondel, não apenas a essa apresentação de Blaise, mas também as perguntas do público, evidentemente. Acho que teremos aproximadamente 35 minutos para a apresentação de Blaise, se eu entendi bem, e depois 1 hora para a discussão com Eric. Agora, acho que eu posso apresentar Blaise Benoît, que será o nosso primeiro convidado a falar esta tarde. Blaise Benoît é pesquisador associado no Centro Atlântico de Filosofia da Universidade de Nantes. Blaise também é membro do grupo de estudos Nietzsche e, prova disso, ele participou muito recentemente do último número dos Cadernos Nietzsche, organizado pelo GEN, que é um número especial de homenagem à professora Scarlett Martin. Agora, uma palavrinha sobre o percurso e sobre as publicações de Blaise. Depois de uma tese de doutorado sobre Nietzsche e o problema da justiça, que Blaise defendiu na Universidade de Paris I, em 2006, ele publicou numerosos artigos em revistas especializadas, inclusive a famosa revista alemã Nietzsche Studien, em 2003 e 2010. E eu gosto particularmente do artigo de 2003 sobre o eterno retorno e o quarto livro da Gaia Ciência. Eu posso recomendar a leitura deste artigo aos estudantes brasileiros. É um ótimo texto. Mais recentemente, em 2019, Blaise publicou um pequeno livro intitulado A Filosofia de Nietzsche, que é uma ótima introdução à filosofia nietzschiana pela editora Vrin. Hoje, como já anunciei, Blaise vai falar sobre a interpretação de Eric Blondel em Nietzsche, o Corpo e a Cultura. Ele vai falar em francês, mas uma tradução realizada por Vânia será projetada na tela ao mesmo tempo. Então, passo a palavra para Blaise. Blaise, je te passe la parole. Merci Emmanuel. Boa tarde à todos. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier les organisateurs et comme Emmanuel, spécialement Vania pour tout son travail. Retrouver les amis brésiliens est toujours un immense plaisir et participer au Encontros Nietzsche est un privilège. Je résiste à l'envie pourtant très forte de dire un petit mot à chacun. Si je cède à la tentation, je serai beaucoup trop long. J'ai l'honneur ce soir de vous présenter les recherches d'Éric Blondel. Éric Blondel est professeur émérite à l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, après avoir enseigné dans les universités de Nancy et Toulouse. Il a rédigé différents ouvrages, dont 2 centrés sur la pensée de Nietzsche. Nietzsche, le 5e évangile, paru en 1980. Nietzsche, le corps et la culture, paru aux presses universitaires de France en 1986. Cet ouvrage a été réédité aux éditions L'Harmattan en 2006 dans la collection La Librairie des Humanités, dirigée par Thierry Ménissier, avec une préface de Philippe Saltel. Éric Blondel est également l'auteur de nombreux articles et de nombreuses traductions d'ouvrages de Nietzsche. Alors, avant de laisser Éric Blondel répondre à vos questions, je voudrais simplement donner un aperçu de son travail d'œuvre de Nietzsche. Le premier ouvrage, Nietzsche, le 5e évangile,
situe l'investigation nietzschéenne relativement à cet arrière-plan qu'est le socle luthérien. Blondel y montre que, à titre de pourfendeur du christianisme, Nietzsche s'en prend violemment à Luther, mais tout en reproduisant certains gestes luthériens, retraduits dans son propre parcours intellectuel. Faute de temps, je ne développe pas plus, même si cet ouvrage mériterait un compte-rendu détaillé, car si l'on parle souvent des rapports de Nietzsche avec le christianisme en général, ce premier ouvrage a le mérite de traiter des rapports que cette pensée entretient avec le luthéranisme en particulier. Ces Encontros Nietzsche ont pour thème Nietzsche, interprète et interprétation. C'est pourquoi je vais axer ma présentation sur le deuxième ouvrage, Nietzsche, le corps et la culture, qui est une version abrégée de la thèse de Blondel, rédigée sous la direction de Paul Ricoeur et soutenue en 1982 à l'université Paris X Nanterre. Incontestablement, Nietzsche, le corps et la culture est un grand livre sur le problème de l'interprétation chez Nietzsche. Cet ouvrage aborde frontalement la question « Comment lire l'œuvre de Nietzsche ?» et, plus précisément, comment se confronter activement à ces paragraphes si déroutants. Le premier rapport de la démarche de Blondel est donc méthodologique. Après la parution de Nietzsche, le corps et la culture, tout en continuant d'écrire des articles sur des points précis chez Nietzsche, Blondel s'est consacré à la traduction des œuvres de Nietzsche. Il continue encore en proposant à chaque fois un nombre impressionnant de notes qui permettent de mieux comprendre chaque texte particulier. Et il y a une réelle continuité dans cette démarche. Tout se passe comme si, dans ses traductions annotées, Blondel mettait en pratique l'art de lire, précisé dans Nietzsche, le corps et la culture. Dans son livre ou dans ses traductions, l'objectif... Acho que temos problema técnico, não é? O Blaise desapareceu. Sim, eu acho que houve problema e que será necessário ele fazer a reconexão. Então, acho que a estratégia nesse caso era que eu faça a continuidade da leitura para esperar Blaise. Então, Vânia, vou continuar a leitura, não é? Ok. Donc, dans son livre ou dans ses traductions, l'objectif de Blondel est le suivant. Éclaircir le mode d'écriture nietzschéen afin de favoriser le plus possible la compréhension de chaque paragraphe singulier. En ce sens, Blondel ne passe par l'exposition générale des ressorts de l'écriture nietzschéenne que pour permettre à son lecteur de se confronter à tel ou tel texte précis de Nietzsche. Il s'agit bien d'une confrontation. Nietzsche, le corps et la culture ne dissimule jamais les difficultés que l'on éprouve lorsqu'on affronte un texte de Nietzsche. Aux antipodes d'une démarche systématique, ce livre s'efforce d'éclairer les tensions du mieux qu'il le peut. Je propose 2 points. Je vais préciser tout d'abord le cheminement de Nietzsche, le corps et la culture, qui montre petit à petit en quoi l'interprétation est la notion centrale de la philosophie de Nietzsche. Blondel parle, je cite, de monisme de l'interprétation, page 241. Puis je tenterai dans un deuxième temps de revenir sur la manière dont Blondel interprète à sa manière l'œuvre de Nietzsche. Donc, première partie, Nietzsche, philosophe de l'interprétation. Deuxième partie, tentative de mise au jour du propre de l'interprétation blondelienne de l'œuvre de Nietzsche. Nietzsche, le corps et la culture commence par présenter 2 tentations opposées également défectueuses. Soit, à la manière de Heidegger, on intègre la pensée de Nietzsche à l'histoire de la métaphysique, soit on réduit l'écriture nietzschéenne à la rhétorique, voire à la poésie coupée de la philosophie. Je précise ces 2 cas. En ce qui concerne le premier cas, Nietzsche, le corps et la culture souligne les limites de la lecture heideggerienne.
Pourquoi réduire la pensée de Nietzsche à 5 paroles métaphysiques fondamentales? Comment hiérarchiser les notions utilisées par Nietzsche? Blondel a, entre autres, été formé par le germaniste Richard Ross, qui a écrit un article fameux, Règles pour une lecture philologique de Nietzsche, dans Nietzsche aujourd'hui, 1973. C'est les actes du colloque de Cerisy d'ailleurs. Cet article invite notamment à savoir accueillir les mots de Nietzsche. Dans l'écriture nietzschéenne, la simplicité des mots est parfois inversement proportionnelle à leur importance dans l'économie textuelle. Blondel a su mettre à profit cette recommandation. Nietzsche, le corps et la culture prête attention à des tournures comme bisher, wie wenn, nur ou le préfixe faire, notamment. Ce livre montre comment ces tournures, à première vue anecdotiques, sont au cœur du philosophé nietzschéen. En ce qui concerne le deuxième cas, il s'avère que l'écriture nietzschéenne n'est pas non plus uniformément rhétorique. Sur ce point, Blondel partage l'intérêt de Gaston Bachelard pour l'analyse des images utilisées par Nietzsche. Bachelard, dans L'air et les songes, consacre une étude à l'écriture nietzschéenne, dans laquelle il affirme, je cite, « Chez Nietzsche, le poète explique en partie le penseur ». C'est dans le chapitre sur Nietzsche et le psychisme ascensionnel. L'intérêt de l'entreprise de Bachelard est de partir des images, sans en faire de simples illustrations d'idées, donc sans en faire de simples illustrations de représentations intellectuelles préalables. Blaise voltou, Emmanuel. Ah, ottimo. Blaise, on en est à « Mais Blondel va plus loin en posant la question ». Je suis vraiment désolé, hein, j'ai eu une très mauvaise connexion ce soir. Toutes mes excuses à toutes et à tous. Et merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir pris le relais. Bon, je continue, on va voir. Blondel va plus loin en posant la question de quoi proviennent les images? De quelque chose. De quelque chose de complexe, au point d'être inanalysable, le corps. De ce point de vue, l'ensemble du livre Nietzsche, le corps et la culture complète l'esquisse bachelardienne. L'imagination prend sa source dans le corps. Nietzsche, le corps et la culture, est une vaste enquête sur le corps. Le début de l'ouvrage détaille l'extraordinaire diversité de l'écriture nietzschéenne. Nietzsche, le corps et la culture, présente l'extension des figures de style utilisées par Nietzsche, ainsi que les genres littéraires auxquels il a recours. Nietzsche procède aussi par emprunt, ce qui problématise la notion d'auteur. Bref, s'agit-il encore de philosophie? Alors, pour avancer dans la résolution de cette question, Blondel institue une distinction entre discours et texte. Le discours tend vers une liaison univoque entre signifiant et signifié. Il permet l'établissement d'un ordre des raisons typique de la démarche philosophique. Le texte s'écarte de cette voie. Il déborde la fixation du sens. Il produit un excédent irréductible, inassimilable. Il ne s'agit pas simplement de plurivocité ou de polysémie. Le texte se réfère à ce qui est hors discours, à ce qui échappe au concept, à l'autre du concept, c'est-à-dire la vie vivante, plurielle, débordante, que Nietzsche récapitule à l'aide du vocable corps. Donc, le discours simplifie la vie en l'appauvrissant au moyen de concepts. Le texte s'efforce de dire la vie comme excédent ou surabondance de sens. Autrement dit, le texte s'efforce de dire la vie comme corps énigmatique, non totalisable, nécessairement pluriel. Nietzsche revendique l'appellation de philosophe, mais il ne rédige pas de discours. Il écrit des textes dans lesquels le corps s'efforce de se dire, travaille à se dire. Effort, travail, Nietzsche n'est pas un philosophe qui prendrait acte du caractère ineffable du corps en optant définitivement pour le silence. Le texte tend asymptotiquement vers la vie, c'est-à-dire vers le corps, dans l'ordre du Versuch, de l'essai, de la tentative, de l'expérimentation. Donc, la professeure Marton a développé cette conception expérimentale de la philosophie de Nietzsche,
notamment le chapitre 6 de Das Forças Cósmicas aos Valores Humanos. Dans la langue de Nietzsche, par-delà la tentation de réduire le corps à ce qui est étroitement somatique, le corps signifie par conséquent la réalité pulsionnelle, affective, d'emblée infraconsciente. Alors, Blaise, tu es de retour. Oui. On en était à « mais ce corps dépasse ». D'accord. Toutes mes excuses. Bon. Ce corps dépasse l'opposition stricte entre nature et culture. Plus précisément, le corps est le site pluriel de productions culturelles multiples qui portent son empreinte. Le corps se dit dans des formes culturelles. Je cite Blondel, « Nous n'avons accès au corps que transposé dans un langage, celui de la culture. » D'où le titre de l'ouvrage. Nietzsche, le corps et la culture. Le corps, donc la culture. La culture comme expression du corps. Expression, donc différence. La culture dit le corps sans pouvoir le dire totalement. Il y a écart, il y a un reste qui fait problème. D'où la généalogie comme enquête sur l'origine, comme recherche d'une filiation. La généalogie est définie dans l'avant-propos de la généalogie de la morale comme processus d'identification de l'origine des valeurs, suivi de la tâche d'évaluation de ces valeurs. Précisément, le corps évalue, d'où l'émergence de la culture comme ensemble de valeurs. On peut alors lire Nietzsche, le corps et la culture comme un livre sur la généalogie, cette démarche que Heidegger a délaissée dans sa lecture de l'œuvre de Nietzsche. Blondel développe le sens de la notion de généalogie en montrant que, par-delà sa célèbre définition en 2 phases, précisée dans l'avant-propos de la généalogie de la morale, la généalogie implique de recourir à 3 notions, la philologie, la physiologie et la psychologie. En premier lieu, le généalogiste est philologue. Il travaille au déchiffrement du texte de la culture produit par le corps. Au nom de la philologie, Nietzsche critique ainsi des interprétations du monde, selon lui dénuées de rigueur. Les interprétations métaphysiques, les interprétations morales, à l'œuvre notamment dans le platonisme, le christianisme et le socialisme. Mais la lecture du texte de la culture n'est pas seulement interne. Lire le texte, c'est tout autant le référer à son origine physiologique. Si le généalogiste est philologue, il doit se faire métaphoriquement médecin pour accomplir correctement sa tâche. Blaise, tu peux reprendre ? Merci. À la manière du médecin qui relie un état anormal du corps en surface à des causes somatiques plus profondes, le généalogiste relie le texte de la culture au corps en son sens nietzschéen. 2 remarques. Premièrement, la physiologie est une physiopsychologie, pour employer l'expression du paragraphe 23 de Par-delà bien et mal. Nietzsche se situe en effet par-delà le dualisme corps-esprit. Physiologie et psychologie sont indissociables, car toutes 2 traitent des pulsions. Deuxièmement, la généalogie n'exhume pas le corps en tant que tel. Dans cette perspective, je cite, « Le médecin, le physiologiste eux-mêmes traitent le corps en termes de lecture d'un texte. Par conséquent, si la culture est le texte du corps, le corps lui-même n'est accessible que comme texte. » Blondel traduit ce constat dans la langue de Kant. La philologie est le transcendantal ou l'a priori de la généalogie. Je reviendrai sur ce point dans la deuxième partie de cette présentation. En d'autres termes, je cite, « Tout accès au corps, toute physiologie doit passer par la philologie. » Blondel relève alors qu'un cercle se dessine. La culture est à lire comme un texte, philologie. Le texte de la culture est à relier au corps, physiologie, psychologie. Mais ce corps est lui-même à lire comme un texte, d'où le retour à la philologie. Par conséquent, la généalogie est moins une méthode prête à l'emploi qu'un problème,
car l'origine corporelle se dérobe nécessairement, même si elle est approchée. La généalogie est, je cite, interminable. Elle constitue, je cite encore, un discours impossible. Blondel utilise aussi la formule d'impossible tâche pour la généalogie. Alors, à ce stade de l'investigation, la difficulté est bien réelle. La généalogie révèle, d'une part, un dualisme culture-corps et, d'autre part, un cercle. La culture et le corps sont à lire comme des textes. Mais la fin de Nietzsche, Le corps et la culture propose un renversement. Le dualisme corps-culture se résorbe dans un monisme de l'interprétation. Blondel écrit en effet, je cite, « S'il y a cercle, c'est parce qu'il y a monisme de l'interprétation. » En effet, contre le dualisme, le corps est moins substrat, substance, que métaphore. Plus précisément, le corps est métaphore de l'interprétation. Je cite, « Se demander ce qu'est le corps, c'est se demander ce qu'est l'interprétation. » Or, la réalité de l'interprétation n'est pas celle d'un en soi statique. L'interprétation est l'ensemble des opérations du corps qui n'interprètent qu'activement. L'interprétation est l'ensemble des pratiques du corps interprétant. C'est pourquoi Nietzsche dépeint le corps interprétant à l'aide de métaphores gastro-entérologiques. Interpréter, c'est digérer, assimiler. Le corps interprétant est également dépeint à l'aide de métaphores politiques. Interpréter, c'est fixer une hiérarchie. Enfin, le corps interprétant est dépeint à l'aide de métaphores philologiques qui articulent les deux métaphores précédentes. Quand l'intellect interprète, il assimile en instaurant une domination. Afin d'éviter le risque de réification métaphysique, l'interprétation peut être approchée à l'aide de la substantivation d'un verbe d'action, interpréter. L'interprétation n'est rien d'autre que ces trois modalités de l'interpréter, présentées métaphoriquement. Alors je crois que Blaise est de retour. Ton micro est coupé, Blaise. Est-ce que ça va? Ça va? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Ces modes de l'interpréter récapitulent l'activité de la volonté de puissance, qui n'est donc une parole fondamentale de Nietzsche, si l'on reprend la terminologie de Heidegger, que dans le sillage de la prise en considération du problème de la généalogie. Je conclus cette première partie, qui récapitule la perspective blondélienne en présentant Nietzsche comme philosophe de l'interprétation, au moyen d'un extrait. Je cite, « Le corps, utilisé métaphoriquement pour penser l'interprétation, est interprété comme interprétation. » C'est à la page 233 de la deuxième édition. Je passe alors à ma deuxième partie, qui s'efforce de mettre au jour le propre de l'interprétation blondélienne de Nietzsche. Je reconnais bien volontiers que ce titre est présomptueux, car l'ouvrage contient de multiples interprétations qui permettent de mieux lire l'œuvre de Nietzsche. Pour illustrer cette multiplicité, je m'en tiens à deux exemples souvent cités par les lecteurs de Blondel. Tout d'abord, l'analyse de l'utilisation nietzschéenne des guillemets qui indique typographiquement le travail des pulsions sous le discours idéaliste, mais aussi l'analyse de l'image du marteau qui peut aussi bien être celui du destructeur d'idoles que celui du médecin qui ausculte le corps à l'aide de cet instrument de percussion. Et j'ajoute que j'ai fait le choix de présenter les articulations du développement en mettant au jour les maillons d'une chaîne bien présente dans le raisonnement. Discours, texte, culture, généalogie, physiologie, psychologie, corps, métaphore, interprétation, volonté de puissance. La logique du développement est patente, mais il ne s'agit pas d'un enchaînement théorique abstrait. Le développement est jalonné de multiples extraits de l'œuvre de Nietzsche,
avec le plus souvent possible des explications de texte approfondies. Blondel ne souhaite en effet qu'une chose, revenir au texte singulier. Exemple, rumination, note de lecture de quelques aphorismes de Nietzsche, dans le volume sur les lectures de Nietzsche, dirigé par Ballaudet et Voeckling. On pourrait donc dire à bon droit que Blondel propose de multiples interprétations. C'est vrai, mais un point me semble crucial, et Blaise peut continuer. L'interprétation blondelienne place l'accent sur la métaphore, et donc sur l'écart, de sorte que Nietzsche apparaît comme le philosophe des tensions, indépassable et féconde. C'est ce sur quoi je vais insister à présent. Blondel se demande, je cite, si le problème fondamental de la philosophie de Nietzsche n'est pas celui de l'hétérogénéité du langage et du corps. En d'autres termes, il n'y a pas d'accès direct au corps, d'où le recours à la métaphore. Blondel traite également de la métaphore dans l'article A vida et a métaphora, dans le numéro 16 des Quadernos Nietzsche. Ce texte est repris dans le livre de la professeure Marton, Nietzsche Frances entre franceses. Le terme grec métaphora signifie transport, transfert, décalage, déplacement. La métaphore n'est pas qu'un ornement rhétorique. Le Nietzsche de Blondel a recours à la métaphore consécutivement à l'impossibilité de dire la réalité pulsionnelle directement. La métaphore procède du travail, de l'effort, pour tenter de dire quand même, partiellement, d'après une perspective. Il s'agit de tenter, d'expérimenter un point de vue singulier. La métaphore s'inscrit donc dans le faire jour. On recourt à la métaphore si l'on a préalablement reconnu que la coïncidence plénière entre ce qui est dit et ce qui est à dire est inaccessible. On recourt à la métaphore consécutivement à un dire oui à l'écart résiduel, à l'écart nécessaire entre le référent et le dire. Recourir à la métaphore permet de surmonter la tentation du silence sceptique sans pour autant prétendre à la scientificité ou au système. Recourir à la métaphore traduit un travail de deuil tout à fait conquérant. Deuil du réalisme, la chose réelle, c'est-à-dire le corps, est inaccessible. Démarche conquérante néanmoins, car le vouloir dire n'est pas neutralisé par l'impossibilité d'atteindre le but. En résumé, le langage n'est pas autoréférentiel, il y a un référent extérieur. Ce référent se dérobe à la saisie, ce qui n'annihile aucunement la volonté de le dire tout de même. Pour formuler cette position de Nietzsche, Blondel forge l'expression transcendantale métaphorique. Transcendantal est utilisé en son sens kantien, et il est manifeste que Blondel, dans son interprétation de la pensée de Nietzsche, fait massivement référence à la pensée de Kant. La professeure Marton, au chapitre 3 de Das Forces Kosmikes Auswahl des Humanus, ou dans un article plus récent paru dans les Nietzsche-Studien, revient également sur la relation Nietzsche-Kant, fin de la parenthèse, mais dans l'ordre d'un raisonnement par analogie. La philologie est au corps ce que le transcendantal est à la chose en soi. Et revoilà Blaise. Oui, merci beaucoup. Oui, je voulais dire que Blondel donc fait massivement référence à la pensée de Kant, dans l'ordre d'une analogie. Chez Nietzsche, la philologie est au corps, ce que chez Kant, le transcendantal est à la chose en soi. On constate que Blondel, lorsqu'il parle de transcendantal chez Nietzsche, assortit le terme transcendantal de guillemets. Il ne s'agit pas exactement d'une citation, mais d'une transposition. Métaphora. Ces guillemets disent sans dire tout à fait, mais tout en disant tout de même. Plus exactement, ces guillemets blondéliens indiquent un comme si nietzschéen, Blondel proposant ici d'éclairer la généalogie comme problème sur le mode du comme si. Complétons alors l'analyse de ce recours à Kant. Dans l'investigation de Blondel, Kant, mais aussi Schopenhauer, constituent des modèles heuristiques. Ce sont des personnages conceptuels
qui permettent de construire une présentation de la généalogie sur le mode de la dramaturgie. Blondel fait alors vivre la démarche nietzschéenne comme si elle était assignable, alors que dans le même temps, Blondel multiplie les formules qui établissent précisément que la généalogie est une démarche qui ne peut être qu'infondée et donc interminable. Détaillons. Schopenhauer est la figure du réalisme, lorsque Schopenhauer pose que le corps est l'objectivation de la volonté. C'est dit dans Le monde comme volonté et comme représentation au paragraphe 18, dans la deuxième partie. Contre la tentation d'affirmer que le texte est autoréférentiel, Nietzsche est schopenhauerien. Le texte cherche à dire quelque chose, réalisme. Le texte cherche à dire... Le texte cherche à dire la vie. La vie non pas figée par la métaphysique, mais la vie vivante, à savoir les affects, les pulsions, autrement dit le corps. Mais ce quelque chose est filtré par le langage, qui ne se rapproche du réel qu'en le mettant à distance. En ce sens, on pourrait dire que Nietzsche n'est initialement schopenhauerien que pour être ensuite kantien. En effet, le Kant de Blondel est, dans ce contexte, la figure de la nécessaire médiation d'un a priori dans le rapport à la réalité. Et Blaise, te revoilà. D'où le rapport au transcendantal, déjà évoqué dans ma première partie. Je cite un extrait récapitulatif. Le corps n'est accessible, en vertu du transcendantal philologique nietzschéen, que comme phénomène linguistique, dans une sémiotique, jamais comme corps en soi, c'est-à-dire chose en soi non linguistique. Mais pourquoi forger l'expression transcendantale métaphorique? Pour marquer une nouvelle étape, qui souligne les limites de la relation tissée entre Nietzsche et Kant. Le nouveau langage de Nietzsche, nouveau langage, c'est une tournure utilisée par Nietzsche dans le paragraphe 4 de Par-delà bien et mal. Le nouveau langage de Nietzsche n'est pas l'expression d'un appareil catégoriel soucieux de l'universel. Ce nouveau langage est métaphorique, au sens où métaphora est le site d'une tension. D'une part, la nécessité de l'écart entre le dire et le référent est la marque de la finitude. D'autre part, le déplacement constitutif de la métaphore exprime un empiètement synonyme de puissance. Je cite Blondel, qui évoque la métaphore en ces termes. En manquant l'adéquation à ce qu'elle vise, elle se déplace en débordant sur autre chose. En une dynamique de Selbstüberwindung, de dépassement de soi, typique de ce que Nietzsche appelle volonté de puissance. Cette puissance est celle de la créativité, permise par l'imagination, comme pouvoir corporel. À la fin de Nietzsche, le corps et la culture, Blondel articule en effet corps, imagination et interprétation. Et parachève donc l'esquisse bachelardienne, ainsi que le montrent ces deux dernières citations de l'ouvrage de Blondel. Première citation. C'est sur le corps comme pouvoir de l'imagination et lieu de la production de la métaphore que repose la constitution transcendantale du monde interprété, au lieu de se fonder sur l'unité originairement synthétique de la perception. Deuxième citation. C'est par l'imagination que le monde devient infini et l'interprétation interminable. En guise de conclusion, je propose 2 points. Premièrement, il me semble que l'on fait fausse route lorsqu'on se demande si Blondel a raison de proposer une lecture schopenhauero-kantienne de l'œuvre de Nietzsche. Sous la plume de Blondel, Schopenhauer et Kant sont des métaphores. Ce sont des traductions du nouveau langage de Nietzsche dans des langues philosophiques plus classiques. Là encore, on approche une réalité qu'en s'en écartant. Telle est la signification du transcendantal métaphorique, cette expression située aux antipodes de l'esprit de système. Deuxièmement, à mes yeux, le propre de l'interprétation blondélienne de l'œuvre de Nietzsche est de présenter la notion nietzschéenne d'interprétation comme métaphore, autrement dit comme échec fécond. L'échec pour dire pleinement le référent, loin de conduire au renoncement, ouvre une démarche créative, synonyme de gain de puissance. Bref, l'écart est au cœur du réel, autrement dit, la vie est métaphore. C'est une excellente nouvelle,
car l'écart n'est pas coup d'arrêt, mais mise en mouvement, dans l'ordre d'une dynamique de dépassement, la dynamique de l'interprétation. Et il allait dire merci de votre attention. Voilà. Blaise, le Merci mot final. beaucoup, Emmanuel. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, la vie est métaphore, c'est le grand message de ce livre. Merci beaucoup et toutes mes excuses pour cette connexion déficiente. Je vais couper mon micro dès lors parce que voilà, c'est plus simple. Merci à toutes et à tous. Bonsoir. Então, obrigado, Blaise, pela apresentação. Foi difícil, não é? Mas chegamos lá. E, enfim, acho que a apresentação foi compreensível. Espero que ela tenha sido compreensível com essa alternação entre dois palestrantes. Foi um pouco estranho, mas, enfim, são os problemas técnicos da modernidade. Agora, eu acho que podemos iniciar a discussão, que era o nosso objetivo, não é? A discussão com o Eric Blondel. Eu não vou apresentar de novo Eric Blondel, porque isso já foi feito por Blaise no início da apresentação. Portanto, eu acho que já podemos fazer perguntas. Eu teria potencialmente 2 perguntas para Eric, mas eu acho que tem um chat no lado da janela e que os participantes do evento também podem formular perguntas ao ligar a câmera e o microfone. Então, vocês têm perguntas para Eric? Bonjour à Scarlett. tous. C'est pour nous en fait un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir, Eric Blondel, parmi nous. Et nous avons eu en fait le privilège d'introduire votre interprétation dans les terres brésiliennes. Et bon, et c'est plutôt un commentaire, c'est pas nécessairement une question. Un commentaire parce qu'en lisant vos traductions, je me suis rendu compte qu'en fait, ce sont des traductions des textes de Nietzsche, pas des discours nietzschéens, et ce qui enrichit énormément la possibilité en fait de mieux comprendre, pour ainsi dire, les textes nietzschéens par ceux qui se consacrent à la pensée nietzschéenne. D'autre part, il y a aussi chez Nietzsche, moi j'ai l'impression, et je voudrais vraiment vous écouter, Eric, là-dessus, il y a aussi chez Nietzsche un pluralisme qui se présente par exemple dans le concept lui-même de volonté de puissance, un pluralisme aussi d'interprétation, je pense, dans la mesure où les interprétations, elles renvoient à certaines configurations pulsionnelles, plurielles toujours, à certaines conditions de vie. Alors, la question, c'est bien ça, c'est-à-dire il y a un monisme, sans aucun doute, je pense que je suis de très près votre interprétation, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le pluralisme qui existe aussi, à mon sens, dans la pensée nietzschéenne? Je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation et bon, et ça, j'espère que nous pouvons avoir l'occasion de vous avoir plus souvent parmi nous. Je peux répondre maintenant donc à Scarlett et vous m'entendez? Oui, très bien, Eric. Bon. Alors, je remercie d'abord non seulement Blaise, mais aussi Scarlett Marton qui est au départ de ce colloque. Je remercie Blaise dans la mesure où il comprend mieux que moi ce que j'ai pu raconter dans ma thèse.
Mais je voudrais insister sur le fait que forcément, au début, j'ai dû passer par une méthodologie qui propose un discours d'ensemble, donc un discours unifiant ou unitaire sur Nietzsche. Du moins, la méthode prend globalement l'œuvre de Nietzsche. En revanche, par la suite, et je remercie Blaise de l'avoir signalé, et je vais répondre aussi à Scarlett sur ce point, par la suite, je me suis plutôt attaché à la lecture des textes individuellement en tâchant d'éviter le plus possible de plaquer des généralités, comme je l'ai fait dans ma thèse, de plaquer des généralités sur le texte, sur les textes. En effet, Scarlett, il y a une formidable pluralité, même je dirais presque un émiettement du travail du texte chez Nietzsche. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ce qu'on lit quand on lit Nietzsche, ce sont des textes qui sont autant de jeux guerriers, de polémiques, d'enjeux stratégiques, au sens où la rhétorique, par exemple, entre autres, et pas seulement elle, est quelque chose comme un combat. Il y a donc toujours une polémique, non seulement parce que le discours de Nietzsche est agressif, mais parce que dans le texte lui-même, il y a en quelque sorte des manœuvres qui ont un enjeu qui est de pluraliser les problèmes au lieu de les unifier. Je dirais donc que les travaux de traduction que j'ai fait par la suite avec les annotations que j'ai faites et les présentations que j'ai faites m'amènent à mettre un petit peu d'eau dans mon vin de l'unification méthodologique. Et c'est en effet cette pluralisation que vous soulignez, Scarlett, c'est le défi que représente l'œuvre de Nietzsche. C'est ce que j'ai voulu dire d'une façon sans doute un peu maladroite, en disant que l'interprétation de Nietzsche est interminable. Ce terme, je l'ai emprunté au vocabulaire de la psychanalyse freudienne. L'analyse est interminable, c'est-à-dire que avec Nietzsche, on n'en a jamais fini d'envisager la multiplicité. Et un dernier point sur cette multiplicité, ce qui me frappe de plus en plus comme lecteur de Nietzsche, et évidemment comme traducteur et comme commentateur des textes singuliers, c'est le fait que, à mesure que l'œuvre avance, l'œuvre s'enrichit en ce que j'appellerais une surcharge, non seulement métaphorique, mais une surcharge de pluralisation au sens des connotations qui s'attachent à chaque phrase ou à chaque expression ou à chaque mot. Je vais juste prendre un exemple récent. Je suis en train de revoir ma version d'Ecce Homo. J'en suis au paragraphe 1 du paragraphe du chapitre que Nietzsche consacre dans Pourquoi j'écris si bon livre, qu'il consacre à Aurore. Dans ce paragraphe 1, Nietzsche se décrit pareil à ce jeune Dieu qui embroche avec une pique des lézards. Il ne dit rien de plus. Et ça, c'est typique de Nietzsche. C'est une allusion
ce jeune Dieu, il ne dit pas qui c'est. J'ai donc essayé de chercher. Alors là-dessus, Nietzsche ajoute, moi ce que j'ai fait, c'est comme ce jeune Dieu, mais j'ai embroché non pas des lézards, mais j'ai employé un objet pointu, la plume, pour embrocher des idées morales, des idéaux moraux. Il y a donc une comparaison entre Nietzsche et ce Dieu, qui est un Dieu grec, évidemment. Ce Dieu grec embroche des lézards et Nietzsche embroche des idéaux moraux. Mais il faut savoir ce que veut faire ce que doit comprendre le lecteur. Eh bien, ce que Nietzsche veut dire, c'est que, en se réclamant de la mythologie grecque, la morale, Nietzsche critique la morale d'une façon agressive et même assassine, et il utilise la plume de la même façon qu'on utiliserait une pique ou une broche ou un harpon. Le Dieu en question, Nietzsche laisse à la perspicacité du lecteur le soin d'aller chercher. Il s'agit d'un Apollon de Praxitèle qui se trouve au Louvre et dont il existe quelques copies. Et c'est un Apollon donc jeune, un tueur de lézards qui s'appelle Soroctone. On ne trouve mention de cette sculpture, de cette statue d'Apollon, que chez Pline, dans l'histoire naturelle. Et voilà le Nietzsche philologue et historien de l'hellénisme qui évoque donc quelque chose sans le dire pour préciser sa propre entreprise de destruction de la morale. Alors, c'est la pluralisation à la fois où le sens est éclaté, mais où dans une image, il y a plusieurs significations. Et ça, c'est un phénomène irréductible. En tout cas, merci beaucoup à tous, à Scarlett, à Blaise et à Emmanuel, bien entendu, et à tous les participants. Mais je dois dire que j'ai donc, je suis prêt à relativiser pas mal ce que j'ai dit dans ma thèse, dont je ne méconnais pas les défauts. Merci. Est-ce que je peux ajouter un mot? Est-ce que je peux ajouter un mot? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Blaise. La seule question que je me pose, c'est, en principe, on a besoin de traduction en portugais au fur et à mesure. D'accord. Et donc, peut-être qu'il faudrait que les réponses soient un peu plus courtes, ou alors que, pas forcément plus courtes, mais on entrecoupe la réponse en français d'une traduction portugaise au fur et à mesure. Estou sugerindo que, em princípio, precisamos de uma tradução para o português, e não sei se o Éder, que deve fazer a tradução nessa direção do francês para o português, conseguiu memorizar a integralidade da resposta de Eric. Oi. Éder, você conseguiu? Emanuel, eu vou tentar traduzir aqui, então, tá bem? Tá bom. Obrigado, Éder. Bom, e eu também tenho que depois repassar as perguntas do YouTube. Então, esse duplo papel, na verdade, é traduzir e buscar as questões lá. Eric Blondel começa agradecendo a Blaise Benoît e a Scarlett Martin. Eric Blondel diz que Blaise Benoît compreende melhor do que ele o que o próprio Eric Blondel disse na sua tese. Em seguida, Eric Blondel diz que ele passa inicialmente por uma metodologia que consiste em conferir ao discurso do Nietzsche uma globalidade e uma unificação, quer dizer, uma consideração global do discurso do Nietzsche. E, em seguida, Blondel
faz, então, leituras de textos individualmente, mas o seu objetivo é evitar colocar sobre esses textos generalidades. Em seguida, então, Blondel indica uma outra característica dos textos de Nietzsche, que Blondel diz que os textos de Nietzsche são jogos polêmicos, estratégicos. E isso por duas maneiras. A retórica, por exemplo, é um combate. Nietzsche utiliza a retórica como combate. Então, os textos de Nietzsche são polêmicos por duas razões. Em primeiro lugar, porque os textos mesmos são agressivos, muitas vezes. Em segundo lugar, porque os textos indicam manobras em que Nietzsche pluraliza os problemas em vez de unificá-los. Então, há uma polêmica do ponto de vista textual como agressivo e uma polêmica também no sentido de o uso de manobras para pluralizar os problemas em vez de unificá-los. E essa pluralização é um desafio na obra de Nietzsche, é um desafio da obra de Nietzsche. Em seguida, Blondel diz que ele considera os textos de Nietzsche, qualifica os textos de Nietzsche como uma interpretação interminável. E Blondel empresta essa impressão da psicanálise freudiana, que diz que a análise também é interminável. Em seguida, Blondel indica que ele tomou contato com essa pluralidade dos textos de Nietzsche, ou ele identifica essa pluralidade dos textos de Nietzsche, tanto no seu trabalho como tradutor, como no seu trabalho de comentador. À medida que a obra de Nietzsche avança, se enriquece a carga, ou a sobrecarga metafórica e a pluralização de conotações de cada palavra, de cada frase, de cada texto de Nietzsche. E Blondel cita um exemplo recente que diz respeito ao livro Ecce Homo, mais especificamente ao primeiro parágrafo do capítulo em que Nietzsche, do capítulo Por que escrevo tão bons livros, do primeiro parágrafo da parte em que Nietzsche, nesse capítulo, fala sobre a aurora. Nesse capítulo, Nietzsche se descreve como um jovem deus que é embrocher, lézard seria calango, eu acho, algo assim, mas embrocher les lézards, o que seria isso? Emmanuel, ton micro, il est mute, voilà. Embrocher, então, Caçar? eu não conheço. Oui, pardon. Não, mas é uma palavra um pouco técnica, mas a ideia talvez seja o espectro. D'accord. Algo Piqûre, assim. il a dit quelque chose comme ça. Piqûre aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, très bien. Comme sur des brochettes de viande. D'accord. Alors, então, Nietzsche se descreve como um jovem deus que arpeia, por assim dizer, calangos ou algo assim. Mas Nietzsche, em vez de utiliza um objeto agudo, não para fazer isso, mas para arpear ideias morais. Então, é um uso metafórico. Nietzsche quer dizer, então, Nietzsche se reclama da mitologia grega, mas para criticar a moral de modo agressivo e mesmo assassino. Então, Nietzsche utiliza a pluma como esse jovem deus, ou como se utiliza o arpão. E depois, Eric Blondel diz que se trata de um Apolo que está no Louvre, é um jovem Apolo, então, que mata esses calangos, se eu bem compreendi, lézard, e que essa estátua de Apolo ela se encontra em Plínio, na História Natural. Então, é o Nietzsche filólogo que utiliza todas essas imagens, essas imagens com vários significados e que é preciso, então, identificar, discernir todos esses significados. Bom, eu acho que é isso, né?
Parabéns, Eder. Era uma tradução muito completa. Emanuel, e não foi fácil. Posso acrescentar a conclusão? Cortar um pouco. Pois não, por favor, eu acho melhor a gente fazer em pequenas partes e eu traduzo. Fica mais... É isso que eu acabo de dizer para Eric e Blaise. Vamos fazer assim. Eu só queria acrescentar a pequena conclusão, se eu entendi bem, de Eric, que era que a pluralização do sentido em Nietzsche passa pelo fato de que cada imagem tem vários significados. E o exemplo do Apolo era justamente um exemplo disso, não é? Agora, temos uma pergunta de Olímpio Pimenta, que é a seguinte, vou traduzir para o francês. Donc la question d'Olympio serait adressée à la fois à Éric Blondel et à Blaise Benoît. Et c'est la suivante. Qu'en est-il de la recherche de la vérité dans un régime métaphorique? Et j'aurais moi-même une question justement à brancher sur celle-là, si possible, juste après. Eu teria uma pergunta que tem muito a ver com a do Olímpio depois, mas vou passar a palavra para Eric e Blaise para ouvir as respostas. Donc, Eric et Blaise, la question est pour vous deux. Vous pouvez répondre à Olímpio. Blaise, je te laisse commencer. Eric, je crois que Blaise a disparu en fait de nouveau. Bon. Peut-être tu peux commencer. Alors, merci pour cette question qui est je dirais la question fondamentale à laquelle il est très très difficile de répondre brièvement. Plus j'avance dans la lecture et plus je me dis que Nietzsche a fait exploser délibérément l'idée d'une vérité qui serait, disons, fondée comme chez Descartes par la véracité divine, et que ce qui l'intéresse beaucoup plus que la vérité, c'est ce qu'il appelle la réalité, ou une nécessité. Ce n'est pas pour rien qu'il dit qu'il se présente comme de la dynamite. Il fait sauter ce qui est solide. De sorte que la vérité est au bout, en un sens, est au bout d'une longue et interminable interprétation, et elle est toujours plurielle, et que ce qui importe plus à Nietzsche que la vérité, c'est ce qu'il appelle la réalité. Je pense que c'est un réaliste, au fond. Mais je laisse Blaise compléter ce que j'ai dit, et je laisse aussi au traducteur le temps de récupérer. Oui, justement, je pense que Eder peut commencer par traduire ça, et puis on donnera ensuite la parole à Blaise, et puis ensuite j'aimerais bien revenir sur la question moi-même pour interroger Eric. Eder? D'accord. Bom, então eu traduzo. A questão sobre a verdade é a questão fundamental. É a questão fundamental. Quanto mais Éric Blondel avança na leitura, mais ele percebe que Nietzsche explode a ideia de verdade fundada pela veracidade divina, como em Descartes. Para Nietzsche, interessa mais a realidade, a necessidade. E é por essa razão que Nietzsche se apresenta como uma dinamite. Ele dissolve o que é sólido. E a verdade é o fim de um longo, interminável, de uma longa e interminável interpretação. Ela é plural.
Mas aí, Eric Blondel diz que, no fundo, Nietzsche se interessa mais pela realidade e ele é, no fundo, um realista. É isso. É isso, com efeito. Muito obrigado, Aida. Blaise, donc la question était pour toi aussi. Je te la rappelle, la question d'Olympio. Qu'en est-il de la recherche de la vérité dans un régime métaphorique? Wow. Merci. Je n'avais pas entendu la question parce que j'avais à nouveau une coupure. Est-ce que je peux revenir une toute petite seconde sur la question de Scarlett? Est-ce que c'est possible? Oh, ben, je pense que oui, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction. O Blaise gostaria de responder também à pergunta da Scarlett. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que il y avait cette tension entre monisme de l'interprétation et pluralisme. Je réponds peut-être rapidement, hein, mais il me semble qu'il n'y a peut-être pas de contradiction et que Eric Blondel est allé un petit peu vite dans l'humilité pour dire bon, ma thèse était peut-être trop catégorique et j'ai mis de l'eau dans mon vin, a-t-il dit. Or, il me semble que dans Nietzsche, le corps et la culture, l'interprétation, c'est pas un principe métaphysique, mais déjà un ensemble de forces plurielles, c'est-à-dire le corps. Et de ce point de vue, il me semble que l'interprétation, c'est une façon de dire l'activité du multiple. L'interprétation, c'est déjà le pluralisme. Et de ce point de vue, il me semble qu'il n'y a pas une énorme contradiction en réalité entre monisme et pluralisme. Il faut bien un nom pour dire cette multiplicité. On va utiliser le nom interprétation, mais interprétation, c'est un ensemble d'activités au pluriel. Voilà, je vous laisse traduire, pardon. Então, eu acho que eu posso fazer uma tradução breve. Blaise está defendendo o livro de Eric mais do que Eric nessa ocasião. Ele acha que não tem realmente uma contradição entre o monismo da interpretação apresentado em Nietzsche, o corpo e a cultura, e o pluralismo ou a pluralização das perspectivas, porque a noção de interpretação, na verdade, não é um princípio metafísico, mas sim uma denominação da pluralidade e das forças múltiplas que caracterizam o corpo nietzschiano. Então, não teria uma própria contradição entre o livro de Eric que foi apresentado e a necessidade de ler cada texto de modo singular e de prestar atenção ao pluralismo também nietzschiano. Emmanuel, est-ce que je peux tout simplement apporter 2 mots, pas plus que ça? Bien sûr, allez-y, Scarlett. Merci. En fait, ce n'était pas mon intention de signaler une contradiction, c'était tout simplement une invitation pour développer en fait cette relation entre le monisme et le pluralisme. Et d'autre part, comme j'ai pas eu l'occasion en fait de traduire en portugais ma question, il y a juste une partie de cette question que j'aimerais dire en portugais parce que c'est très important pour les études nietzschiennes au Brésil. Eu gostaria apenas de trazer muito rapidamente uma parte da pergunta que eu fiz, não esta parte que diz respeito a pluralismo e monismo, mas uma outra parte, porque eu dizia que a mim me parece que todo o trabalho que Eric Blondel fez e continua fazendo no que diz respeito às traduções dos textos nietzschianos tem a ver precisamente com a sua concepção original em Nietzsche, o corpo e a cultura, quando ele estabelece essa distinção entre discurso e texto. Na verdade, o que Eric Blondel faz é, de fato, traduzir os textos de Nietzsche com tudo aquilo que já está lá, tudo aquilo que ele entende por texto e que já está lá no livro dele.
Je vous remercie, Emmanuel. Bon, voilà, je mets. Muito obrigado, Scarlett, pela tradução para o português desse outro aspecto de sua pergunta. Eu teria uma pequena pergunta epistemológica para Eric, que seria uma pergunta acerca de um aspecto mais polêmico da leitura apresentada em Nietzsche, o corpo et a cultura. Donc moi, Eric, j'aurais une question pour toi sur un aspect plus polémique de ta lecture de Nietzsche dans Nietzsche, le corps et la culture, parce que je pense que c'est aussi une originalité très intéressante de ta relation à Nietzsche, que tu es aussi dans une forme de critique parfois de ses postures ou de sa cohérence, etc. Então, Eric é um leitor crítico de Nietzsche, que também formula objeções e tem esse aspecto mais polêmico, por vezes, inclusive em Nietzsche, o corpo e a cultura. Então, a crítica epistemológica, que me parece muito estimulante e até fundamental, crítica que Eric dirige ao próprio Nietzsche, na página 152 da segunda edição do livro, é a seguinte: Eric sugere que existe uma certa incoerência epistemológica de Nietzsche em sua crítica da métaphysique. Donc, dans page 152 de la deuxième édition de ton livre, Eric, tu suggères qu'il y a une certaine incohérence épistémologique de Nietzsche dans sa critique de la métaphysique. Com efeito, segundo Eric, Nietzsche quer, ao mesmo tempo, criticar os preconceitos metafísicos em nome de uma realidade não metafísica e denunciar como uma ilusão metafísica o próprio conceito de realidade em si. Donc cette tension, peut-être même cette contradiction, selon toi, Eric, ce serait le fait que Nietzsche veut en même temps critiquer les préjugés métaphysiques au nom d'une réalité non métaphysique et dénoncer comme une illusion métaphysique le concept même de réalité en soi. Donc je ne sais pas si tu as ton livre complètement en tête, mais j'ai relu ces pages très intéressantes, pages 152-153. Moi, ça m'avait beaucoup stimulé la première fois que j'ai lu le livre. Je ne sais pas si je vais traduire ça en portugais aussi tout à l'heure, mais j'avais vraiment été accroché par ce passage-là. Et donc, je termine simplement la question. Donc, no entanto, responde Eric, se não existe uma realidade em si, então como Nietzsche pode ainda reivindicar discours sobre a realidade contre a métaphysique? Donc, s'il n'y a pas de réalité en soi, comment est-ce que Nietzsche peut encore revendiquer un discours sur la réalité pour l'opposer à la métaphysique? Donc ce serait ça l'incohérence de l'argumentation nietzschéenne. Et j'arrive à ma question. Essa seria a inconsistência da argumentação nietzschiana. E minha pergunta seria a seguinte. Eric, est-ce que tu penses encore aujourd'hui que Nietzsche est incohérent épistémologiquement de ce point de vue, ou bien est-ce qu'il te paraît possible de définir un perspectivisme rigoureux qui pourrait critiquer la métaphysique, mais au nom d'une réalité qui serait elle-même perspectiviste, et qui donc ne serait pas une réalité en soi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc je finis juste la traduction de la question en portugais. Você acha ainda hoje que Nietzsche é epistemologicamente incoerente, ou será que é possível definir um perspectivismo rigoroso que criticaria a metafísica, sim, mas em nome de uma realidade ela própria perspectivista, que não seria mais uma realidade em si? O que você acha disso, Eric? Voilà, c'est ma question. Elle est un peu longue, désolé. Merci pour cette question, en effet, centrale. Et je remarque que toutes les questions qu'on vous pose sont centrales,
parce que c'est Nietzsche, c'est justement Nietzsche qui les pose. Moi, je ne fais que dire ce que j'en pense. Je pense que c'est ta suggestion que on a en face, on a chez Nietzsche une opposition entre un perspectivisme de type moral qui est l'idéalisme qui dissimule une part de la réalité, et un perspectivisme non pas abouti à une totalisation, un perspectivisme plus englobant qui justement n'en finit pas d'interpréter pour couper court à toutes les coupures, à tous les silences, à tous les refoulements, à toutes les négations de la réalité. Je m'arrête pour qu'on puisse traduire dans l'immédiat ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Eric. Éder, você acha que você pode fazer a tradução desta vez? Sim, sim, Emanuel. Bom, essa também é uma questão central, assim como todas as outras que foram colocadas agora, porque justamente essas questões são o próprio Nietzsche que colocam e que Blondel, ele apenas diz o que ele pensa a respeito delas. Então, Eric Blondel menciona a sugestão de uma oposição entre um perspectivismo moral idealista. Seria isso, Emanuel? Eu acho que sim, né? No começo, uma oposição entre um perspectivismo moral idealista e um outro perspectivismo não totalizante, mas englobante, que não para de interpretar para que de modo a solapar toda a negação da realidade. Então, seria uma oposição entre esses dois tipos de perspectivismo. Eu acho que é mais ou menos isso. Je voudrais ajouter une chose, oui, pour compléter ce que j'ai dit, c'est que, en fait, ce que Nietzsche appelle la réalité, c'est toute pluralisation qui reconnaît qu'il n'y a pas de totalisation. Donc c'est ça qu'il appelle la réalité, c'est le caractère infini de l'interprétation, de la pluralité, de la multiplicité des choses qui justement fait échec, sous la forme du tragique par exemple, à l'idéalisme moral et à la morale du devoir par exemple. Donc on est d'accord, Eric. On est en grande partie d'accord, oui. Então, Eric acaba de acrescentar que o que Nietzsche chama de realidade é justamente a pluralização que não pode ser totalizada e que é interminável, para repetir essa palavra que foi citada anteriormente acerca de Freud. Eu fiz esse comentário que estamos de acordo com Eric a esse respeito. Talvez tenha uma pergunta de Vânia no chat. Oui, c'est ça. Vou traduzir a pergunta de Vânia, então. Donc, elle voudrait d'abord remercier pour l'excellent exposé de Blaise et demander au professeur Blondel comment il situe la philosophie de Nietzsche en relation à d'autres philosophies, c'est-à-dire la vie comme métaphore chez Nietzsche peut être comprise depuis un même a priori historique dans lequel Foucault situe par exemple Nietzsche aux côtés de Freud et de Marx, ou bien est-ce qu'il y a une spécificité dans la pensée nietzschéenne qui ne permet pas de la situer? Je ne sais pas si ma traduction a été très compréhensible.
Bon, je reformule un tout petit peu, mais donc effectivement, Foucault, par exemple, analyse ce triplet Nietzsche, Freud, Marx. On le sait bien, c'est en 64, n'est-ce pas? Et donc, est-ce qu'on peut effectivement situer Nietzsche par rapport à d'autres philosophies ou à d'autres auteurs, comme le fait Foucault dans ce contexte-là? Ou bien est-ce qu'il y a une spécificité de la pensée nietzschéenne qui ne permet pas de la situer de cette façon à côté d'autres auteurs, de le mettre sur le même plan que d'autres? Voilà, je crois que c'est pour Éric la question, je crois. Oui, si Blaise veut intervenir, je ne demande pas mieux. Je dirais, après y avoir beaucoup réfléchi, je dirais que il y a quelque chose de commun dans la troïka Nietzsche, Marx, Freud, qui est que c'est de la même façon, mais moins métaphysique ou anti-métaphysique que Schopenhauer. Donc, il s'agit de passer de la simple rationalité ou de la représentation de la surface des idées au-dessous, c'est-à-dire à l'au-delà ou à l'en-deçà de la pensée rationnelle. Chez Freud, il s'agit d'explorer ce qu'a à dire l'inconscient d'une façon souterraine. Chez Marx, il s'agit de renvoyer le quotidien et le capitalisme au rapport de production. Et chez Nietzsche, il s'agit en gros de faire basculer la représentation et la philosophie, ou la théologie même, ou l'idéal et la morale, du côté des affects et des pulsions. Mais il y a une chose qui distingue, selon moi, Nietzsche des deux autres, c'est que et Freud et Marx se servent de la raison pour explorer cet inconscient, ou cette infrastructure, ou ce soubassement, le souterrain de l'existence humaine, de la praxis. Tandis que Nietzsche, non. Nietzsche combat l'idéalisme, mais il se refuse à rationaliser la réalité, ce qui rejoint la question d'Emmanuel. La réalité, c'est au fond l'explosion de la pluralité irrationnelle et qui se donne dans le tragique, dans la tragédie. Il n'y a que des contradictions, et c'est ça qui fait peur à l'idéalisme. Il y a des contradictions chez Freud et chez Marx dans la réalité de l'infrastructure, mais elles sont l'espoir est porté dans la raison. Le logos, le dieu logos chez Freud, et puis la rationalité scientifique chez Marx. Et ça, c'est une grosse différence, selon moi, avec Nietzsche. Et Foucault, ultérieurement, s'est servi de la généalogie pour penser sa notion d'épistémé, mais ça, c'est une autre affaire. E você conseguiu acompanhar a resposta? Sim. Bom, Éric Blondel diz que, depois de muito refletir, ele diria que há algo comum entre Nietzsche, Marx e Freud. Da mesma maneira que Marx e Freud, mas de modo menos metafísico, se trata de ultrapassar, de solapar a racionalidade e a representação das ideias, ou em direção a um além, ou em direção a um aquém, ou seja, do pensamento racional. Então, trata-se de ultrapassar, por assim dizer, ou por um além, ou por um aquém, o pensamento racional. No caso de Freud explora
o inconsciente, esse mundo subterrâneo. Marx explora, o Marx reduz ou reconduz o cotidiano e o capitalismo às relações de produção. Nietzsche, no caso de Nietzsche, se trata de mostrar que as representações, a filosofia, a teologia, a moral se reconduzem, se deixam reconduzir a afetos e pulsões. Mas há uma distinção entre, no caso de Nietzsche, no caso de Freud e de Marx, há uma esperança na razão, ou há um uso, melhor dizendo. No primeiro momento, Eric Blondel diz que há um uso da razão para se explorar o inconsciente, no caso do Freud, ou a infraestrutura, no caso da praxis, no caso de Marx. No caso de Nietzsche, Nietzsche combate o idealismo, mas não racionaliza a realidade. E é nesse ponto que Eric Blondel retoma a questão de Emmanuel. A realidade para Nietzsche é uma pluralidade irracional que remete ao trágico, à tragédia. Só há contradição. Mas, no caso, assim como em Freud e em Marx, também só há contradição. No entanto, Freud e Marx ainda têm esperança na razão. No caso de Marx, da racionalidade científica. No caso de Freud, aí eu perdi qual seria esse referencial. No caso, a esperança de Marx é a racionalidade científica. A esperança de Freud em relação à contradição, aí eu perdi qual seria a esperança de Freud. Le logos, o logos. Voilà, merci, obrigado. Então, no caso de Freud, é o logos, a esperança em relação a essa contradição. E no caso de Foucault mobiliza a noção de genealogia para pensar a episteme, mas aí seria uma outra questão. É isso, Emmanuel. É isso, sim. Obrigado, Eda. Então, a resposta tinha duas partes, não é? A primeira era, sim, existem similaridades, especialmente no que diz respeito ao objetivo de explorar uma forma de subterrâneo, mas, apesar dessas similaridades, também tem diferenças, e especialmente o fato de que Freud e Marx ainda usam a razão para explorar esse subterrâneo, e não é o caso de Nietzsche, porque em Nietzsche a realidade é uma explosão trágica, não é, da pluralidade das perspectivas. Então, temos novas perguntas no chat. Tem uma pergunta do Saulo, que eu vou traduire para o français. Donc, félicitations pour cet excellent exposé. Serait-il possible d'expliciter un peu plus la relation entre le transcendantal pour Nietzsche et la métaphore? Eu acho que essa pergunta poderia ser dirigida também ao Blaise, porque era um ponto da apresentação de Blaise. Donc je pense que cette question, en fait, elle peut aussi être adressée à Blaise et pas seulement à Eric, puisque Blaise a parlé de ce transcendantal métaphorique dans son exposé. Blaise. Le micro, Blaise, active le micro. Je pense qu'il est plus opportun qu'Éric réponde, d'abord parce qu'il s'agit de sa propre pensée, et de surcroît, ma connexion ne cesse de sauter. Donc, voilà, je vais laisser officier El Maestro. Voilà. Bon, alors, merci de cette question qui, en effet, me tracasse, parce que j'avais oublié cette expression de transcendantal métaphorique. Ce que je veux dire d'abord, c'est que, et j'ai oublié de le dire dans mon livre, c'est que
une grande partie du bagage philosophique, et notamment kantien, de Nietzsche, vient de Schopenhauer. Et c'est pourquoi il parle de choses en soi, dans des termes plutôt schopenhaueriens, parce que Schopenhauer, lui, paraît-il qu'il connaissait la chose en soi. Mais Kant dit la chose en soi ne connaît pas. Bon. Alors ça c'est... et deuxièmement, je veux dire que donc, si j'utilise ce mot transcendantal, c'est d'abord pour exprimer la différence entre la chose en soi et le phénomène, entre la volonté et la représentation. Ça, c'est Schopenhauer. Nietzsche hérite de ça. Et c'est en effet, ça se retrouve chez Schopenhauer, qui distingue donc le phénomène qui pour lui est une illusion, Erscheinung devient Schein, et la réalité en soi, la chose en soi, ou la réalité nouménale. Deuxièmement, si j'ai utilisé cet arrière-fond schopenhauerien en parlant et Nietzsche et kantien en parlant de transcendantal métaphorique, c'est pour dire que nous ne voyons le corps que d'une façon indirecte, de la même manière que nous ne voyons pas des causes, mais nous introduisons des catégories, des concepts purs de l'entendement pour comprendre les phénomènes, et les phénomènes ne sont que des comment dirais-je, des réalisations des applications du transcendantal. Les phénomènes sont donc liés ensemble par un transcendantal. Et de même, la réalité chez Nietzsche, pour traduire en nietzschéen, si je puis dire, c'est la réalité ne nous est accessible que par ces concepts ou ces filtres de la connaissance que sont les métaphores. Ce qui veut dire qu'il y a un décalage entre la réalité et ce que l'on dit de la réalité. De même qu'une métaphore est, d'une certaine manière, impropre. Ce qui distingue donc le phénomène de la chose en soi, ou de la réalité en soi. Voilà ce que je voudrais répondre aux débeautés. Eider, então, você pode tomar a palavra para a tradução? Tá bem. Só um segundo. Bom, Eric Blondel disse que ele havia esquecido dessa expressão transcendental metafórico, e que ele se esquece de dizer no livro que a bagagem filosófica de Nietzsche e a bagagem kantiana de Nietzsche vem de Schopenhauer. Nietzsche fala de coisa em si de uma maneira, de um modo schopenhaueriano. Para Schopenhauer, a coisa em si ela seria cognoscível, enquanto para Kant ela é incognoscível. Eric Blondel indica ainda que essa expressão transcendental ela serve para sublinhar a diferença entre coisa em si e fenômeno, e, no caso de Schopenhauer, entre vontade e representação. E Nietzsche herda, então, essa distinção. Para Schopenhauer, o fenômeno é a ilusão, e a realidade em si é a coisa em si, é a realidade noumenal. A expressão transcendental metafórico indica também que nós só vemos o corpo de modo indireto, assim como nós não vemos as causas. Nós introduzimos as categorias, os conceitos puros do entendimento
nos fenômenos para compreender os fenômenos. Então, os fenômenos são uma aplicação do transcendental. Eles são ligados, então, por esse transcendental. E a realidade Henrique Blondel diz ainda que a realidade só é acessível por filtros, por esses filtros do conhecimento que são a metáfora. Então, nesse sentido, a metáfora sublinha a distância, a diferença entre a realidade e o que nós dizemos da realidade. É mais ou menos isso, Emanuel. Se você quiser acrescentar algo, fique à vontade. Não, obrigado, Eder. Acho que você já fez o trabalho. Muito obrigado. Estou pensando em acrescentar uma pequena pergunta sobre o contexto histórico no qual o livro de Eric Blondel foi escrito. Então, seria mais uma pergunta sobre o livro, e não apenas sobre a leitura de Nietzsche pour Eric Blondel em geral. Donc, Eric, je voudrais profiter de cette occasion pour te poser une question que je me pose depuis longtemps avec beaucoup de curiosité sur le contexte historique dans lequel tu as écrit Nietzsche, le corps et la culture. Et cette question, c'est celle de ton rapport à l'époque avec le structuralisme français. Et donc, je traduis au fur et à mesure, et puis je vais expliquer un peu plus la question. Então, eu gostaria de dirigir uma pergunta a Eric sobre o contexto histórico no qual ele escreveu Nietzsche, o corpo e a cultura. Qual era exatamente a relação de Eric Blondel com o estruturalismo francês na época em que ele elaborou este livro? E posso esclarecer a pergunta um pouquinho? Donc, je voudrais clarifier un peu la question. Donc, d'un côté, je pense que le livre a une dimension linguistique assez affirmée, qui, à mon avis, transparaît notamment page 32 de la deuxième édition, quand tu dis que tu as pour objectif de fournir une loi de production du texte de Nietzsche. Formule très intéressante, hein, et je pense que tu as une grande influence historique par la suite. Donc, d'un côté, il y a une certaine dimension linguistique de ton objectif, j'ai l'impression, mais d'un autre côté, je pense que tu critiques aussi indirectement, donc sans toujours mentionner des adversaires, mais tu critiques aussi l'idée classique d'une absence de référentialité externe du texte. Et j'ai l'impression, donc, qui peut apparaître comme une caractéristique des discours structuralistes, en tout cas de certains d'entre eux. Et je me demande si ton insistance sur le corps nietzschéen n'est pas aussi une manière, en fait, de critiquer un certain structuralisme ambiant, disons. Donc, renvoyer au corps au lieu de faire fonctionner la textualité sur elle-même, en quelque sorte, de manière fermée. Et vou acabar a tradução para o português da minha pergunta. Então, por um lado, eu acho que o livro de Eric tem uma dimensão linguística bastante afirmada, que transparece, em particular, quando Eric tem por objetivo fornecer uma lei de produção do texto de Nietzsche. Mas, por outro lado, Eric parece criticar a ideia clássica de uma ausência de referencialidade externa do texto, que pode aparecer como uma marca dos discursos estruturalistas da época, na França, e tenho a impressão, inclusive, de que a ênfase de Eric no corpo nietzschiano poderia ter, em parte, uma função anti-estruturalista. Então, a pergunta é isso mesmo ou estou me enganando? Voilà. Merci, Eric. Alors, ça, c'est en effet une question passionnante. Alors, en effet, oui, j'étais plongé dans le contexte de ce qui s'est appelé le structuralisme.
C'est une notion assez vague, une notion répandue plutôt par les journalistes que par les philosophes concernés. Je ne pense pas que Lacan ou que Foucault ou que Derrida se considèrent comme structuralistes. Lévi-Strauss, ça me parle de structure, évidemment, structure élémentaire, d'apparenté, et puis de structure au sens, par exemple, qui détermine une culture donnée. Mais ce qui m'a profondément déçu je dirais même écœuré, c'est le fétichisme du texte, du signe, du signifiant dans certains discours métaphoriques. C'est-à-dire que c'est la fermeture du texte sur lui-même. Et le principe, au fond, strictement structuraliste, par opposition à la critique littéraire, biographique, Sainte-Beuve, etc. Ce qui caractérise donc le structuralisme, c'est la fermeture du texte sur lui-même, et ce que j'appellerais donc le fétichisme du signifiant. Signifiant, donc, est à usage interne. Or, chez Nietzsche, qui a été sur lequel il y a eu quelques tentatives plus ou moins ratées de pratiquer ce genre de méthode, chez Nietzsche, il y a un refus de cette idée du fétichisme du texte. Ça s'appelle chez lui le travail du philologue. C'est-à-dire qu'il n'en finit pas de ruminer le texte, mais sur le texte en tant qu'il est un objet en soi, alors qu'il devrait renvoyer à une civilisation. Alors, ça c'est le premier point. J'ai voulu montrer qu'il y a en effet un passage obligé par le texte pour rendre compte du corps. Ça, c'est l'idée fondamentale de Nietzsche. C'est la philologie liée à la généalogie et instrument de la généalogie. Mais il y a aussi un hors-texte. La volonté de puissance, le corps, la vie, c'est les termes pour désigner ce vers quoi signifie le texte. D'où l'idée transcendantale qui ne signifie absolument rien si ce n'est appliqué à l'expérience possible, chez Kant. Et chez Nietzsche, le texte ne signifie rien s'il est enfermé sur lui-même et qu'il ne renvoie pas au corps. Ça, c'est l'idéalisme. Donc, il y avait un combat de Nietzsche contre l'idéalisme qui ressemblait beaucoup à un rappel au structuralisme qu'il y a un en dehors du texte. La deuxième... Alors, cela dit, oui, le structuralisme a eu, dans certains de ses aspects plus ou moins frelatés, le structuralisme a eu au moins l'avantage d'essayer de trouver une logique, ou du moins un ordre dans le texte, ce qu'on pourrait appeler une structure. Et ma première intuition était d'essayer de construire un système de la pensée nietzschéenne, une sorte de logique ou d'ordre des images, de la métaphorique chez Nietzsche. Comme si la pensée pouvait être donc un ensemble métaphorique chez Nietzsche. Et ça pour moi, ça a raté. Et c'est pourquoi j'ai parlé à un moment de ma thèse d'une sorte de renvoi, j'oublie le terme que j'ai employé, de renvoi d'une métaphore à une autre. Pour l'instant, le terme ne me vient pas, c'est-à-dire qu'il y a bien des métaphoriques, la métaphorique philologique, mais cette métaphorique renvoie, Blaise l'a très bien vu,
cette métaphorique renvoie au corps, qui est lui-même un texte, lequel texte renvoie à une image politique. Donc c'est une sorte de renvoi perpétuel d'une métaphorique à une autre, et il n'y a pas de système métaphorique chez Nietzsche, comme a essayé de le faire Potra. Mais Potra n'a pas fait de système métaphorique, il a fait une sorte de... Il a essayé de développer toutes les métaphores de la lumière, du soleil, les versions du soleil chez Nietzsche. Mais donc, dans un article de Nietzsche, j'avais parlé du structuralisme et de Nietzsche. Il y a quelque chose d'une prétention à la scientificité qui n'existe pas chez Nietzsche, qu'il récuse comme la tentation morbide du feuilleteur de livres qui passe son temps à feuilleter des livres, mais qui ne comprend rien à ce que vise le texte, au hors-texte. Donc la généalogie, c'est on sort du texte, mais on ne peut pas y aller directement au hors-texte, il faut passer par le texte pour arriver au corps. J'ai été long, mais excuse-moi, mais... Eder, você pode tentar uma tradução? E poderei completar depois, talvez? Sim, sim. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est le terme que je retrouve maintenant, c'est le terme d'enchaînement-report des métaphores. Enchaînement-report. Bom, então, Henrique Blondel começa a resposta dizendo que ele está em meio a um contexto de estruturalismo, de fato, é uma noção em voga, mas é uma noção mais que responde aos jornalistas do que propriamente aos filósofos concernidos. Lacan, Foucault, Derrida não se consideram estruturalistas. Lévi-Strauss fala de estrutura, por exemplo, as estruturas elementares do parentesco. Mas há um certo... essa noção de estruturalismo implica um fetichismo do texto, em que o signo significante em que o texto se encerra, se fecha em si mesmo. Ou seja, há um fetichismo do texto, do signo, do significante nesse discurso metafórico estruturalista. O texto se fecha em si mesmo. No caso de Nietzsche, houve tentativas fracassadas desse método, mas no fundo na verdade Nietzsche rejeita o fetichismo do texto. A filologia, uma certa filologia, ela aborda o texto como objeto em si, mas para Nietzsche a filologia reenvia a civilização, ou seja, reenvia algo exterior ao texto. E então Henrique Blondel se propôs a mostrar como o texto reenvia ao corpo e como a filologia é o instrumento da genealogia. Então, Henrique Blondel procura mostrar que há um exterior ao texto, há algo exterior ao texto para Nietzsche. E vontade de potência, corpo, vida, justamente configuram esse exterior. É aquilo a que reenvia o texto. Como para Kant, o transcendental só tem sentido se ele se aplica ao fenômeno. Para Nietzsche também, o texto ele não tem um significado fechado em si mesmo. Ele reenvia a um exterior, a algo fora do texto. E
A vantagem, então há parte dessa Eric pergunta Blondel procura parece mostrar que há consiste, um, da há um resposta exterior consiste ao em texto, enfatizar ao texto, esse tá? certo fetichismo Vontade do de texto que potência. implicaria um estruturalismo. Depois, Eric Blondel afirma que o estruturalismo tem também vantagens. Por exemplo, a vantagem que Eric Blondel cita é que esse estruturalismo permite encontrar uma lógica, ou ao menos uma ordem no texto. Essa lógica e essa ordem é o que se chamaria estrutura. O que Eric Blondel procura fazer é construir um sistema do pensamento de Nietzsche de maneira a discernir, a identificar, né, nesse sistema uma lógica, uma ordem das imagens e das metáforas. Então, em Nietzsche. Se eu entendi... Oi, Emanuel? Acho que posso fazer um pequeno comentário. Eric sugeriu que ele tentou construir esse tipo de ordem metafórica em Nietzsche, mas foi um fracasso até certo ponto. Sim, eu ia acrescentar isso, que ele disse que não deu certo, né? Porque nenhuma metáfora teria uma autonomia, cada metáfora remete à outra, e não é possível construir um sistema metafórico em Nietzsche. Então, essa forma de cientificidade também não existe em Nietzsche. Exatamente. Então, é um reenvio perpétuo de uma metáfora a outra e também a um exterior, né? A um corpo. A um corpo que, por sua vez, é um texto que reenvia, por sua vez, a uma imagem política, por exemplo. Então, há um reenvio perpétuo entre as metáforas. Não há um sistema de metáforas. Eu acho que a ideia central é essa. Então, eu vejo o horário, não sei se ainda temos tempo para perguntas. Vânia, acho que as 2 horas já acabaram, não é? Sim, seria... Tem quantas perguntas temos, Emanuel? Acho que tem 2, do Joelson Araújo e de João Neto também. Se você puder sintetizar as 2... Certo. Donc, je vais faire une synthèse entre les 2 dernières questions de Joelson Araújo et de João Neto. La première, Eric, c'est une question sur ton fameux article sur les guillemets de Nietzsche. La question, en fait, ouais. Il y a la possibilité de distinguer entre un mensonge artistique, un mensonge fort et un mensonge moral ou sacré, oui, la Piafraus, disons, qui serait un mensonge faible, donc mensonge fort d'un côté, mensonge faible de l'autre. Et en ce sens, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une philosophie du mensonge au sens extramoral chez Nietzsche? Et ensuite, la question de Jouan, elle est en français déjà, j'ai rien à traduire. Je perds même le sens de la différence entre les 2 langues. Voilà. Donc, est-ce que tu la vois s'afficher sur le chat, Eric, la question de Jouan? Ou je te la lis? Bon, je te la lis, j'ai l'impression que tu la vois pas. Donc, est-ce le corps malade qui produit une interprétation morale malade, ou est-ce une interprétation morale malade qui produit un corps malade? Y a-t-il une priorité entre ces 2 pôles, interprétation et corps? Question piégeuse. Ouais. Alors, je commence par la deuxième question, pour essayer de répondre. Alors, chez Nietzsche, il y a quelque chose comme un cercle entre les 2. Il dit dans Ecce Homo, je crois que c'est dans Ecce Homo, il dit le décadent utilise justement les remèdes qui lui font du mal. C'est-à-dire que le discours, les remèdes qu'on peut apporter à sa propre maladie
la décadence sont des remèdes décadents qui aggravent la maladie. Donc il y a un cercle entre le discours qu'on tient sur la maladie, entre le remède et puis la maladie. Mais d'un autre côté, la maladie cause évidemment des illusions, provoque des illusions, des erreurs de choix sur les remèdes donne des illusions sur une fausse santé. Donc je crois qu'il y a un cercle, et je me demande si c'est pas cela que voulait dire Deleuze, dont on n'a pas parlé, mais il aurait peut-être fallu, quand il dit ce qui est très regrettable, que au fond, réactif on est et réactif on reste. Malade on est, malade on reste. Il s'opposait là à Granier, qui voyait une sorte de téléologie de la maladie. La maladie devient esprit et l'esprit surmonte la maladie. Il y a les deux choses chez Nietzsche. Il y a à la fois l'idée d'une pesanteur de la maladie, de la décadence, une incurabilité, le mot est utilisé dans l'Antéchrist. Malade, incurable, le médecin dit incurable. Et puis, l'idée que il y a quand même quelque chose à faire il y a presque un racisme du réactif chez Deleuze et une sorte de fatalité de la maladie. Je dis au passage d'ailleurs que le mot de réactif ne se trouve que dans une page de la généalogie, et que Deleuze, son erreur, c'est d'en avoir fait tout le système, d'avoir refait là-dessus tout le système de Nietzsche. Mais, quant à la première question... Alors attends Eric, je crois qu'en fait on va devoir finir plus rapidement parce que le temps file. Donc on va en rester peut-être à ta réponse à la question de Joan et faire une traduction rapide et puis ensuite passer à la table suivante. Oui. Désolé, hein, le temps passe. E você acha que você pode fazer uma tradução rápida da resposta sobre esse círculo entre corpo e interpretação? Sim, me parece que a ideia central é a de que há um círculo entre entre o discurso sobre a decadência e a própria decadência. O decadente o decadente ele pode, né, ou ele tende a utilizar os remédios ou a escolher os remédios que fazem mal, que agravam a doença e a decadência. Então o decadente ele se ilude, ele cria ilusões sobre o remédio e sobre uma falsa saúde. Então é um pouco o ciclo que Deleuze é análogo ao que o Deleuze fala sobre o reativo. O reativo é reativo e permanece reativo. Há um certo fatalismo da doença. E, aliás, aí Eric Blondel acrescenta que essa ideia de relativo, o termo relativo ocorre uma vez em uma página da Genealogia da Moral e que Deleuze constrói todo o sistema de Nietzsche a partir desse termo. Então, acho que a ideia central é essa, Emanuel. Se você quiser acrescentar algo... Não, você tem razão. A ideia central era o círculo entre corpo e interpretação. Então, os dois aspectos da pergunta de João são relevantes. Então, já é o tempo de agradecer os dois participantes dessa mesa, a Blaise pela bela apresentação, apesar das dificuldades técnicas, e a Eric pelas respostas a todas as perguntas que foram numerosas. Então, muito obrigado, Eric. E eu acho que já posso passar a palavra para o Wilson e para a próxima mesa.